Chers téléspectateurs, bonjour. Dans notre Zoom du jour, nous allons à l'école et plus précisément, nous évoquons la déconstruction de l'école. Pour en parler, nous recevons Jean-Noël Gaudy. Jean-Noël Gaudy, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Alors Jean-Noël Gaudy, vous êtes professeur de français dans le second degré. Vous nous présentez Désinstruire de A à Z. C'est publié aux éditions du Lys Bleu. Alors, vous nous partagez votre expérience à travers plusieurs mots, de A à Z, absurde, bureaucratie, échec scolaire, déshumanisation, tous ces mots qui résument ce que vous appelez la désinstruction, puisque, effectivement, en France, dans la culture de la déconstruction, dans cette matière de la déconstruction, il y a une discipline fondamentale, c'est évidemment déconstruire l'école. Oui, tout à fait. Ce qui m'a frappé au vu de mon expérience, c'est un processus, c'est-à-dire une évolution, une logique qui, bien loin d'instruire, travaille à retarder l'instruction, l'empêcher, la rendre plus difficile, l'étaler, et les résultats, on les voit sous nos yeux, la dégringolade dans les classements PISA, l'expérience quotidienne, le contact avec de jeunes diplômés, de jeunes bacheliers nous montre jusqu'où peut aller l'effondrement. La langue parlée, la langue d'usage se détériore. J'y suis sensible puisque j'ai été professeur de français. Et ce que j'ai voulu, c'est faire gagner du temps, en quelque sorte, aux lecteurs, fournir des réflexions synthétiques et en même temps apporter des témoignages personnels qui montrent à quel point il a été difficile de supporter ça. J'ai essayé de lutter contre ce processus de désinstruction, mais ce que j'ai vécu douloureusement, c'est vécu par beaucoup de maîtres du premier degré, j'emploie à dessein cette tournure, et beaucoup de professeurs du second degré également, qui ont du mal à enseigner. C'est un métier qui devient de plus en plus difficile, qui est contesté dans son principe. C'est ça qui est très, très, très grave. Et c'est cette combinaison d'observation, d'expérience et de réflexion que j'ai voulu offrir aux lecteurs dans un format court. À travers quelques exemples assez concrets, vous nous montrez à la fois cette abolition du rapport entre le maître et l'élève, qui rapporte sur une autorité, sur un savoir qui est transmis par le maître et qui est reçu par l'élève, et par un abaissement du niveau scolaire. Et sur ce point, vous relatez votre rencontre avec un ancien ministre de l'Éducation nationale, Jean-Pierre Chevènement, et vous l'interrogez directement. Oui, alors je ne vais pas, comme on dit maintenant, divulgacher en quelque sorte ce passage que les lecteurs et les lectrices découvriront. Toujours est-il que là, votre question touche à un problème absolument essentiel. Je crois que si on est arrivé à ce processus de désinstruction, c'est en partie, l'économie n'explique pas tout, mais c'est en grande partie pour des raisons économiques. À partir du moment, et c'était principalement sous les mandats de François Mitterrand, à partir du moment où la France a été jetée dans la mondialisation par l'intermédiaire, à travers l'Union européenne, ceux qui nous gouvernent, ceux qui nous ont gouvernés, savaient très bien quelles en seraient les conséquences. C'est-à-dire un chômage massif, une désindustrialisation, une perte d'emplois productifs considérable dans l'agriculture et dans l'industrie. Donc, se poser la question du flux démographique de la jeunesse. Que va-t-on faire de tous ces jeunes qui ne vont pas avoir d'emploi? Et les lecteurs découvriront ce que, de manière indirecte, mais finalement assez nette, le ministre m'a avoué. C'est-à-dire que, inévitablement, il faut une école garderie. Et une école qui, si possible, un second degré, on va dire, plutôt, précisons, un second degré qui va conduire à des études supérieures qui seront une sorte de sas d'attente. C'est-à-dire qu'on a déclenché une crise du second degré général et une crise du supérieur. Et le rôle d'un ministre, c'est de gérer ces flux, de gérer cette crise, d'attendre, de remettre à plus tard des décisions qu'il ne pourrait prendre que dans un autre contexte politique.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est en sorte que les études durent le plus longtemps possible pour ne freiner l'entrée dans la vie active et freiner l'allongement du rang des chômeurs. Voilà, c'est exactement ça. Ça n'explique pas tout, hein. Je ne veux pas faire une sorte de réduction à l'économie, mais c'est, comment dire, le processus de désinstruction, c'est-à-dire le processus de réforme, à partir des années 90, est largement causé par la nécessité de gérer les conséquences de la mondialisation. Alors après, il y a un autre sujet que vous évoquez, on s'en éloigne un petit peu de ces questions, mais c'est cette vision idéologique, c'est adapter l'école à chaque particularité de chaque élève, ce qui relève tout simplement de l'utopie, et ce qui provoque de graves problèmes d'adaptation finalement. Oui, alors la désinstruction repose sur c'est pas la seule, mais sur une contradiction tout à fait étonnante et insupportable pour ceux qui enseignent, c'est-à-dire qu'il faut accueillir tout le monde. C'est l'école inclusive, c'est l'école pour tous, c'est le collège unique et pratiquement le lycée unique. Et en même temps, comme on accueille tout le monde et que les capacités sont divergentes, sont très diverses, il faut en même temps différencier la pédagogie. C'est-à-dire, à la limite, il faudrait faire un enseignement pour chaque élève, mais dans le collège unique, dans la méga machine pédagogique qui, elle, encadre tout le monde et veut avoir le monopole de l'éducation, on va dire de la scolarisation, plus exactement. Mais ce qui entraîne énormément de complications, pour les enseignants comme vous. Ah oui, c'est-à-dire que vous devez transmettre un savoir, mais en fait adapté à chaque élève. Et en fait, c'est vous qui vous mettez au service de l'élève et comment se mettre au service de 30 élèves par classe, de façon individuelle pour chacun. Oui, absolument. Il est impossible de satisfaire tous ces usagers, puisque c'est un service public. Il est impossible de satisfaire tous les consommateurs que sont certains parents qui sont tatillons et soupçonneux, si bien que c'est une tâche qui devient absolument impossible, et il est très difficile de trouver un niveau qui convienne à tous, puisque on rassemble dans la même classe des élèves qui ont des capacités extrêmement différentes. On aurait tout à gagner à faire en sorte que chacun se sente à l'aise. Il ne s'agit pas de segmenter à outrance, bien sûr, sur une base ultra sélective et prématurée. Mais il faut quand même reconnaître, je vais donner un chiffre qui n'est pas de la statistique officielle, mais dans mes dernières années, en seconde, je vais peut-être surprendre des téléspectateurs et en choquer d'autres, sur 35 élèves, j'évaluais à 7 ou 8 ceux qui étaient véritablement à leur place dans un second degré général. Les autres auraient eu tout à gagner à se tourner vers des formations plus concrètes, ils auraient repris courage, on aurait évité cette apathie que j'évoque dans mon ouvrage, c'est-à-dire des classes où on attend que le temps passe, quand ce n'est pas l'agitation, parce qu'on s'ennuie, parce que tout ce monde verbal, finalement, tout ce monde théorique qu'est l'école, il n'est pas, je dirais, le terme serait discutable, mais il n'est pas naturel pour l'ensemble des élèves. Avec la maturité, avec la puberté vient l'envie d'agir, l'envie de s'insérer, l'envie de s'investir dans quelque chose de concret, de palpable, de gratifiant socialement. Et là, on retire toute cette jeunesse et on l'enferme en quelque sorte. On la garde à l'abri parce qu'on craint qu'elle soit dans la rue, on craint qu'elle demande un emploi. Il faut donc la maintenir dans un espace clos. Il ne faut surtout pas l'exclure. Il faut la garder. Et voilà, le tout au nom d'une bienveillance, d'une psychologie positive qui en fait ne profite absolument pas aux élèves, pas plus qu'aux enseignants d'ailleurs. Oui, parce que la psychologie, la psychologie telle qu'elle est utilisée dans les instituts de formation des maîtres, c'est un instrument qui vise à mettre en cause la nécessaire autorité.
Je ne suis pas, comment dire, je ne défends pas la discipline pour la discipline. Je défends la discipline pour les disciplines. Je défends non pas la discipline pour marcher en rang, mais la discipline qui est nécessaire pour instruire, dont chacun a besoin. Le premier besoin d'un élève, c'est le silence. Le silence pour écouter le maître, le silence pour réfléchir, le silence pour prendre la parole et être écouté par les autres. Et s'il n'y a pas un maître respecté, qui n'est pas un tyran, hein, en latin on a deux mots, on a magister et dominus. Dominus c'est le patron. Magister, c'est le maître d'école. Eh bien, il faut que les maîtres, il faut que les professeurs du second degré soient reconnus dans leur magistère, pour reprendre cette référence latine. Alors, vous parlez, donc là, vous parlez du point de vue des maîtres et des professeurs, mais il y a le mot bureaucratie qui est dans votre dictionnaire, si je puis dire. Oui. D'autres y renvoient cynisme, insignifiance. Dans ce livre, vous nous racontez vraiment les coulisses du métier, à travers notamment aussi le chapitre conseil de classe. On a l'impression que dans une école, et même de façon plus large, le rectorat, le ministère, il y a toute une profession, tout un tas de métiers qui oublient cette mission de l'école. Oui, exactement. Et c'est là qu'on mesure l'intensité de la crise. C'est-à-dire, vous avez la méga-machine a perdu la notion de sa fin. Elle ne sait plus pourquoi elle tourne, sinon pour la garderie. Elle a perdu de vue l'instruction. La transmission des connaissances n'est pas radicalement niée. Mais en fait, c'est une fonction seconde. C'est-à-dire qu'il faut un adulte devant les élèves, il faut des élèves, des jeunes, d'ailleurs certains chefs d'établissement prennent le mot jeune, il faut des jeunes dans un lycée, dans un établissement, mais la machine tourne sur elle-même en oubliant qu'il y a à travers l'instruction, je dirais une transcendance. Il y a quelque chose qui dépasse la simple transmission. L'école, c'est quand même, en France, le creuset de la République. On est censé éduquer la nation aussi. Et en mettant l'accent sur la garderie, on oublie cette fonction-là et le niveau baisse, l'essentiel est perdu de vue. On met en place des emplois du temps, on ne vérifie pas véritablement les niveaux obtenus, on donne des notes qui font plaisir, on donne un baccalauréat qui est un assignat, c'est-à-dire qu'on donne de la morphine sociale, en quelque sorte. Mais, comment dire, cela se paye. C'est-à-dire que nous dégringolons dans les classements PISA. En revanche, nous sommes très bien placés. Je crois que nous avons la 3e position en termes d'agitation et d'indiscipline scolaire. On est bon à quelque chose, moi. Donc, ce détournement de la mission de l'école, vous l'évoquez à travers des exemples concrets, notamment le détournement des missions de l'enseignant. Beaucoup d'activités extrascolaires, vous évoquez la question des voyages, la distraction des élèves. Vous prenez l'exemple des travaux personnels encadrés, les TPE qui n'existent plus. Pour les élèves qui ont connu les TPE, on appelait ça le temps perdu ensemble. Oui, TPE ne voulait plus dire travaux personnels encadrés, voulait dire temps perdu ensemble. Oui, c'est une bonne définition, une bonne manière de définir l'acronyme. Oui, c'était effectivement, je confirme, en tant qu'ancien élève. Pour vous, c'est du divertissement, c'est du détournement, pas les TPE seulement, mais les voyages, les nombreuses activités extrascolaires. C'est-à-dire on peut apprendre en voyage. Un voyage, finalement, est peut-être instructif. Mais le fait de promouvoir tout ce qui est non proprement scolaire, le fait d'en faire l'événement, d'en faire ce qui compte, ce qui distingue un établissement, c'est un signe de décentrement de l'institution qui privilégie ce qui n'est pas scolaire. Le scolaire, on peut l'interrompre. On peut interrompre un cours. On peut changer un emploi du temps s'il y a une association qui doit intervenir, s'il y a une réunion qui doit se faire. C'est-à-dire que l'enseignement, c'est sur quoi on empiète. Vous voyez, l'emploi du temps, c'est ce qui peut être modifié. Alors que ce sont des garanties pour l'élève
pour ses parents, pour la nation en fait aussi, d'une certaine manière. Et c'est une manière d'éviter le divertissement. Dont certains ministres, d'ailleurs, sont soucieux. Ils disent qu'il ne faut pas que l'élève s'ennuie. Ils ne parlent jamais d'effort. Hein. Je n'ai pas cherché naturellement à ennuyer mes élèves, évidemment. Mais vous voyez, l'accent mis sur le plaisir immédiat, le voyage, tout ce qui est non proprement scolaire ne peut conduire qu'à un affaiblissement de l'instruction. Oui, ce que vous dites en fait, c'est qu'il y a une logique de faire. Les professeurs qui proposent, par exemple, un nouveau voyage à l'étranger vont être valorisés. Oui. Ah oui, leur carrière va s'en ressentir positivement. Quelqu'un qui ne ferait que cours, oulala, justement, il n'est pas bien en cours. Alors que justement, tous ces voyages, ou peut-être la visite d'un musée aussi, visite d'un site historique, peuvent être un bonus par rapport au cours, mais l'essentiel doit être centré sur le cours. C'est ça. Surtout que les moyens modernes permettraient d'économiser sur les sorties. Songez que nous avons des moyens vidéo, des moyens de... Il y aurait un pôle de création de vidéos pédagogiques nationales qui permettrait de montrer aux élèves un certain nombre de choses, mais on économiserait... Bon, ça ne remplace pas l'expérience directe qui peut être faite avec les parents, mais au moins, on n'aurait pas à se déplacer, et les élèves, dès l'école élémentaire, en géographie, verraient les falaises d'Étretat, la côte méditerranéenne, et leur environnement immédiat, comment dire, avec des vidéos. Même un peu plus de concret quand on voit les paysages de ses propres yeux, n'est-ce pas ? Bien sûr. Mais, comment dire, le temps est compté. L'instruction, ça consiste à concentrer le temps, à faire un temps qualitatif, à faire un temps, comment dire, où on dit beaucoup de choses en peu de mots. Enfin, on n'étourdit pas les élèves de mots, mais où on cherche justement à faire un temps complet. Alors que la vie, elle, c'est le temps dilué, c'est le temps non ordonné. Que fait le maître, que fait le professeur ? Il rationalise l'emploi du temps, l'emploi de son temps. Il sait quand il faut ralentir, il sait quand on peut aller directement à l'essentiel, mais il ne fait pas perdre son temps aux élèves. L'heure de cours doit être pleine. Ça ne veut pas dire qu'elle saoule l'élève, hein, mais l'heure de cours, c'est une manière d'utiliser au mieux son temps pour apprendre. Alors, cette question de la désinstruction, en tant que professeur de français, vous évoquez dans plusieurs chapitres votre discipline. Vous parlez à un moment de l'orthographe. Alors, oui. C'est un des véritables symptômes de la désinstruction. Oui, absolument. Et là, ce qui est très douloureux, c'est que l'orthographe, c'est en quelque sorte une sorte d'acquis de la République. Elle symbolise la discipline, la rigueur et le souci de l'autre. On ne sait pas ce qu'on a perdu en laissant couler l'orthographe, en la laissant aller. Rendre un texte... Alors, les lecteurs tatillons verront que j'ai laissé moi-même il y a 2 fautes d'orthographe. Ils pourront s'exercer à les rechercher. Mais le souci de l'orthographe, c'est le souci du travail bien fait, c'est le souci du respect du code commun, du bien commun, donc de la res publica, qui se cristallise en France par la langue. Et on est frappé lorsqu'on regarde les instructions, par exemple, des années 1920, sur le fait que la langue de l'école, elle est indexée sur la langue littéraire. On cherche, on essaye d'égaler, on essaye d'approcher, en tout cas on prend pour référence la langue littéraire. Alors que dans les années 70, une rupture est apparue, on a brisé cette référence, donc l'orthographe a perdu de son importance, et par l'orthographe, il y a eu une déperdition grammaticale, il y a eu une déperdition des capacités d'expression. Et je cite, j'ai corrigé des copies de BTS, c'est-à-dire des étudiants qui ont derrière eux 15 années de scolarité, et sur 48 copies, je n'en ai trouvé que 2 qui n'avaient pas de faute d'orthographe dans les 2 premières lignes. Donc c'est dire à quel point, et le baccalauréat est concerné, non seulement l'orthographe est atteinte, mais la langue elle-même
Et beaucoup de copies relèvent du charabia. Et voilà où on en est. Il faut absolument arrêter ça. Ça reflète une absence de structure de la pensée. Et également, non seulement, la perte de l'orthographe, c'est une perte de la capacité d'attention, la capacité de concentration, mais lorsque la syntaxe est atteinte, lorsque l'expression est atteinte, c'est, comme vous dites, c'est vraiment la capacité de s'exprimer soi-même, d'exprimer une pensée qui est compromise. Alors, vous évoquez plusieurs ministres qui ont accompagné ce phénomène de désinstruction. Y a-t-il, selon vous, des réformes qui ont été particulièrement dommageables ? Alors, là, vous me prenez un peu au dépourvu. Je dirais, premièrement, la réforme Haby, si on parle en termes de réforme. La réforme Haby et le collège unique. Et la deuxième qui me vient à l'esprit, la loi du 10 juillet 89, la loi Jospin. Le collège unique est ce qu'on pourrait appeler l'école idéologique avec la loi Jospin. Le redoublement de première en terminale qui est simplement sur demande, le fait que les conseils de classe sont dépossédés de leurs prérogatives, l'organisation de la pression des parents d'élèves sur les chefs d'établissement et les professeurs, l'organisation des élèves comme une sorte de société politique qui élit des délégués et des délégués académiques. Tout ça a contribué à fortement dégrader l'enseignement. Oui, donc les réformes, mais c'est un processus. Il y a il y a de malheureux temps forts, mais c'est tout un processus qui a été à l'œuvre. Aucun des ministres n'a remis en cause la réforme destructrice précédente. Ils ont tous repeint gris sur gris la même réforme. Et alors, pour conclure, peut-être sur quelques notes optimistes, oui. Y a-t-il quelques perspectives à étudier, sans tenir compte de notre gouvernement actuel, dont on ne sait pas de quelle couleur il sera dans le demain ou après-demain ? Oui. Quelles pistes les prochains ministres de l'Éducation nationale pourraient étudier, selon vous ? Alors, je reviens sur ce que j'ai dit. Je pense qu'une véritable politique de retour à l'instruction ne peut se faire que dans un autre contexte politique. Il faut que la nécessité de transformer l'école en garderie disparaisse. C'est la condition politique. Après, je me demande, au point où nous en sommes arrivés, s'il ne faut pas, je ne parlerai que de l'école élémentaire, s'il ne faut pas donner le choix que l'État organise une concurrence entre une école qui reste ce qu'elle est, 24 heures par semaine, l'école des bisounours actuellement, et une école où on reviendrait à 27 heures, où les parents sont les parents et les maîtres sont les maîtres. Les maîtres ont de l'autorité, on rétablit dans les programmes, en s'inspirant du passé et de ce qui se passe autour de nous, on rétablit des programmes exigeants, on fait en sorte que l'école s'adresse à tous, on en finit avec la méthode globale, on retrouve les principes de l'instruction publique. Voilà une possibilité qui pourrait sauver l'instruction publique, mais je crois qu'elle est ancrée dans l'esprit français encore, et nous pouvons faire fond sur un passé. Nous avons des penseurs de l'instruction publique, et il s'agit simplement de revenir à la source pour rebâtir l'instruction publique. C'est vrai, quand on voit à quel point l'école a une place importante en France, vous l'avez dit, à quel point les lycées français ont été enviés, enfin oui. Ils le sont toujours d'ailleurs. Oui, tout à fait. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Jean-Noël Gaudy. Alors, chers téléspectateurs, c'était donc désinstruire de A à Z, c'est aux éditions Le Lys Bleu et c'est sur la boutique TVL. Au revoir Jean-Noël Gaudy et chers téléspectateurs, bonne journée à vous.